Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est le monde qui retient son souffle à propos du Moyen-Orient. Le cessez-le-feu fragile tient toujours entre les États-Unis et l'Iran. En attendant des pourparlers de paix ce week-end et pendant ce temps-là, la population iranienne est suppliciée par la répression impitoyable menée par les gardiens de la révolution. Entre angoisse d'une reprise du conflit et soulagement, des témoignages sous haute surveillance dans la rue. Le peuple iranien est-il le grand perdant de ces 40 jours de guerre lancés par Donald Trump? Ce sera l'objet de notre débat et on vous retrouvera à la fin de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et nous allons naviguer, Elisabeth. La justice accorde un délai pour trouver des financements afin de restaurer l'Hermione, cette réplique d'un navire du XVIIIe siècle. Ça y est, le chantier va être rouvert au public et nous allons visiter des navires du XVIIIe siècle. Ils sont attaqués par des mollusques, Elisabeth. Attention. Pardon. Et vous, Marie? On va en Allemagne où les fraudeurs du métro peuvent potentiellement se retrouver en prison. Une ultra-sévérité qui coûte très cher à l'État allemand. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, 2 chiffres. Un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030. Et la France compte plus d'1 million de personnes atteintes de syndrome démentiel, dont la maladie d'Alzheimer, soit 1,5% de la population. Pour évoquer l'histoire de la prise en charge des personnes âgées en France, entre dettes sacrées et abus commis dans les asiles psychiatriques, nous recevons une historienne spécialisée, Mathilde Rossigneux-Méheux. Mathilde Rossigneux-Méheux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Nous vous recevons à l'occasion de l'apparition, il y a déjà plusieurs semaines, de Dernière folie aux éditions du Seuil. Vous êtes historienne, un essai sur le grand âge et sur la démence sénile et tout ce qu'il y a comme porosité entre les deux depuis 2 siècles quasiment. Sur ce titre, Dernière folie, il y a quelque chose d'ambigu. Ça renvoie bien sûr à la démence sénile, mais aussi peut-être au dernier caprice ou à une forme de dernière folie douce des vieux avant leur extinction. C'est volontaire? Il y avait une volonté d'entrée de jeu pathologiser et d'en garder tous les possibles d'interprétation qu'on peut mettre. Alors, on va en parler avec vous après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Mathilde Rossigneux-Méheux. Dans votre livre, vous retracez l'histoire des troubles psychiques de la vieillesse ainsi que la manière dont ils ont été vécus, interprétés et pris en considération. Alors comment notre société a-t-elle évolué dans ce domaine au cours des 2 derniers siècles? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Avant de vous pencher sur ce sujet précis, vous avez tout d'abord concentré l'essentiel de vos recherches d'historienne autour du traitement des personnes âgées, comme en témoigne votre thèse publiée en 2018 sous le titre « Vie d'hospice, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle ». Jusqu'en 1970, les établissements qui accueillaient ceux que l'on appelait les vieillards n'avaient pas beaucoup changé depuis le 19e. En 1945, le ton des reportages de télévision reflétait bien la crainte que les hospices inspiraient. Pauvre vieux, vanné par une vie de travail, où trouveras-tu le repos des derniers jours? Bien sûr, il y a l'hospice, il y a l'asile. Puis trouveras ton lit, ton assiette et peut-être un peu de tabac. Il faut dire que les conditions de vie dans ces hospices n'avaient rien de réjouissantes. Vous n'avez pas de cafard, non? Si je l'ai, je le garde pour moi. Les pensionnaires dormaient dans des salles communes. En 1969, 8% des arrivants mouraient dans la première semaine, 29% au cours du premier mois. Ils sont dans leur monde, qui est limité à leur lit, parfois plancher, avec une petite table, et ils n'en sortent pratiquement pas. Ça n'est pas très différent d'un monde concentrationnaire finalement. En 1970, dans La vieillesse, Simone de Beauvoir écrivait « Réduit à l'état d'objet, le vieillard d'asile tombe rapidement dans la sénilité ». Aujourd'hui, vous vous intéressez donc à la prise en charge des personnes âgées atteintes d'Alzheimer, de maladies neurodégénératives, de démence ou de dépression. Vous remontez là encore au 19e, mais vous portez aussi un regard sur notre époque et vous considérez que la place de celles et ceux qui cumulent vieillesse et troubles psychiques reste un dilemme. En conclusion, vous mettez en lumière des associations qui se battent pour ne pas réduire la vulnérabilité à une menace ni la dépendance à un fardeau.
Mathilde Rossignol-Maheu, à quel âge était-on vieux en 1850 ? Alors, je vais être décevante parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Quand on travaille sur la question des âges de la vie, on sait que c'est extrêmement relatif selon les individus, selon les époques, selon aussi les gens qui regardent ces âges-là. Il y a un article fameux qui s'appelle « La jeunesse n'est qu'un mot », mais on sait aussi que la vieillesse n'est qu'un mot. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'était plutôt la manière dont c'était qualifié, sans jamais postuler en amont qui était vieux et qui l'était pas. Alors, à propos de mots, ce mot de démence sénile, on a le sentiment que ça a été quand même un fourre-tout bien pratique pour y faire rentrer soit la mélancolie, soit la dépression, soit d'autres troubles psychiques. Enfin bref, tout rentrait sous le label démence sénile. Et d'ailleurs, quand est-il apparu ce mot, enfin cette expression démence sénile ? Quand elle apparaît sous la plume de l'aliéniste Esquirol en 1838, elle est pas reliée à un âge précis. Il se garde bien de dire à quel âge sera l'âge potentiel de la démence sénile. Et la sénilité, ça renvoie quand même à la sénescence, donc la vieillesse. À la vieillesse, inévitablement. Mais en fait, quand on regarde ensuite dans les différents établissements qu'on appelle des asiles psychiatriques, des asiles à l'époque, il y a plein de gens qui n'ont pas l'âge de la vieillesse. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas qualifiées de démence sénile. Donc c'est à la fois une catégorie fourre-tout, mais une catégorie qui ne décrit pas non plus le diagnostic qui est posé à tous les patients âgés. Dans le chapitre 5, vous évoquez ce débat après 1945 avec cette question qui était soulevée. Faut-il isoler les personnes âgées ou les intégrer ? On a du mal à penser qu'il y avait ce débat-là à l'époque tout de même. On les marginalisait, on estimait qu'ils n'étaient pas forcément dans la société. Alors c'est une question qui n'est pas qu'une question de mise à l'écart. La question qui se pose en fait, c'est quelle sera la bonne prise en charge ? Et est-ce qu'il faut dans les hôpitaux psychiatriques notamment faire des espaces à part, les mélanger à d'autres groupes d'âge ? Qu'est-ce que ça fera aux autres groupes d'âge et aux personnes âgées eux-mêmes ? En fait, c'est des questions qui traversent toute l'histoire de la santé mentale, mais aussi toute l'histoire de la vieillesse. Et aujourd'hui, par exemple, quand on revient à l'habitat générationnel et où on déconstruit justement l'idée qu'il faudrait des espaces à part, mais ces espaces à part, longtemps, ils sont aussi pensés comme des espaces qui prendront bien soin des personnes âgées. Donc, c'est pas uniquement à lire sous l'angle de la stigmatisation. Vous rappelez qu'au XIXe siècle, il y avait une expression, la dette sacrée, et c'était comme ça qu'on formulait ce que l'on doit à nos anciens et à nos aïeux, c'est-à-dire la prise en charge, qu'elle soit effective ou plus ou moins effective, mais en tout cas, c'était de l'ordre d'une dette sacrée. Alors ça, c'est une expression qui dépasse complètement la question des troubles psychiques de la vieillesse, absolument. Mais c'est une expression centrale pour comprendre comment, au moment de la Révolution française, on a caractérisé ce que le reste de la société devait à ces vieux travailleurs. Et pourquoi est-ce que cette population en particulier devait bénéficier du secours public ? En fait, c'est une des modalités du contrat social, c'est d'y associer les plus âgés. On va évoquer avec vous, Mathilde Rossignol-Maheu, aujourd'hui, là on n'est plus après la Révolution française, on est en 2026 et avec Anna, et en France, les personnes âgées qui souffrent de solitude, et ça c'est par centaines de milliers d'individus. Oui, 750 000 personnes sont en situation de mort sociale selon le dernier baromètre des petits frères des pauvres sur la solitude et l'isolement des plus de 60 ans. Et près d'1 500 000 personnes déclarent même ne plus avoir de contact avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc c'est ça la mort sociale, ne plus parler à personne, ni à la famille, ni à des amis, ni à des voisins. Et ça pèse évidemment sur la santé mentale des plus âgés. Le taux de suicide des plus de 85 ans est d'ailleurs 2 fois plus élevé que dans le reste de la population. Et face à ce constat, les petits frères des pauvres ont lancé une ligne téléphonique pour les seniors dès les années 80. Solitude Écoute, qui est joignable gratuitement tous les jours de 15h à 20h au 0800 47 47 88. Alors est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui, ce type d'initiative pour la santé mentale des plus âgés ? Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout à fait neuf, au sens où ce qu'on observe dans le livre, c'est qu'il y a une vigilance de l'entourage qui est très forte, notamment en ville et notamment à Paris,
où une des prérogatives de la police, c'est de signaler des personnes qui seraient atteintes de troubles psychiques. Et là, on a beaucoup travaillé sur ces signalements et on voit à quel point l'entourage, pas forcément l'entourage familial, donc des gens qui sont statistiquement socialement isolés, mais combien l'entourage, les voisins de palier, les voisins de quartier, les commerçants, jouent un rôle important dans le recours aux institutions, aux dispensaires. Et donc, je pense qu'il y a un recul à avoir sur ce type d'initiative. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça les stimule, en fait, ces signalements, et que ça permet de désenclaver la vieillesse. Le plan grand âge du gouvernement a une fois de plus été reporté. Est-ce que de tout temps, l'État a eu du mal à s'occuper de ces vieux ? Ça nous surprend alors qu'il y en aura de plus en plus dans les années à venir. Alors, de tout temps, je ne sais pas, mais on parlait de dette sacrée tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que c'est un des horizons moraux fixés depuis 200 ans que de s'occuper des vieux. Et ce qui est sûr aussi, et notamment quand on regarde, comme on le fait dans le livre, les personnes atteintes de troubles psychiques, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont inventés à plein de moments dans l'histoire de la vieillesse. On a tout un développement, par exemple, sur les colonies familiales, qui sont l'ancêtre du placement thérapeutique. Donc, on plaçait dans des familles d'accueil des personnes âgées atteintes de troubles psychiques. On parle aussi des cantous. Les cantous, les centres d'animation naturelle tiré d'occupation utile. C'est ça, c'est un mot tiré de l'occitan. Qui est inventé dans les années 70 pour fabriquer des espaces justement d'accueil chaleureux, gérés par celles qu'on appelle des maîtresses de maison à côté. Donc tout au long de la période contemporaine, il y a des initiatives. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces initiatives, elles ont aussi souvent pour but c'est l'expression qui est employée et qui dit tout, de désencombrer les espaces de soins. Et souvent, elles ont pour but de désencombrer et de coûter moins cher. Mais pardon de vous interrompre, mais à propos d'espaces de soins, on découvre dans votre ouvrage que la gérontopsychiatrie, donc la psychiatrie appliquée aux personnes âgées, mais c'est tout à fait, récent, c'est pas vraiment récent, mais depuis 1970, ça s'enseigne et ça se pratique dans les hôpitaux. Mais c'est quand même étonnant comme date. Alors, c'est étonnant. Ce qui est sûr, c'est que le sujet âgé n'est pas un sujet totalement autonome à l'échelle de l'histoire de la psychiatrie. Alors, il faut relativiser ça parce qu'il y a plein de thèses, en réalité, dont on parle au XIXe siècle, qui portent sur ce qu'on appelle les vieillards à ce moment-là, au XIXe siècle. Et donc, l'aliénisme n'a pas complètement mis de côté les vieillards. Mais ce qui est sûr, c'est que des services totalement spécialisés pour des patients âgés, ça sont inventés à partir des années 50 de manière ultra pionnière. Dans les années 70, ça reste des expériences et ça se généralise dans les années 80-90. Mais oui, c'est très tardif par rapport au développement de la psychiatrie de l'enfant. Vous évoquiez tout à l'heure les cantous, donc des alternatives pour la prise en charge. Il y a aussi les centres de jour, les appartements thérapeutiques. Et puis alors, on dit de plus en plus pour maintenir dans un état psychique optimal dans les EHPAD ou dans les familles, les chiens, les animaux domestiques. On va voir une photo là d'une femme relativement âgée avec un chien dans un panier. La photo est adorable. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable de généraliser ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas vétérinaire, vous n'êtes pas psychiatre ni géropsychiatre, la question mais me en tant qu'humain. un peu, mais non, mais en fait, ça fait écho à un travail antérieur. Au 19e siècle, il y a un moment où on décide, pour des raisons d'hygiène, de supprimer les animaux domestiques des hospices. Et pareil, de limiter les jeux d'enfants, sont des espaces immenses, il faut s'imaginer. Et donc, d'une certaine façon, d'aseptiser les lieux, au nom de raisons d'hygiène. Et ça fait scandale. Donc, il y a des gens qui veulent garder leurs canaris, leurs chats. Et donc, voilà à quoi ça fait... Voilà à quoi ça vous fait penser. Donc, on se dit que c'est plutôt positif. Même s'il y a 2-3 puces, ça peut apporter de l'amour et de l'espérance et de l'affection et de la chaleur, non pas humaine, mais non humaine. Merci Mathilde Rossigneux-Méheux. Vous l'avez écrit avec Marie Derrien, Dernière folie aux éditions du Seuil. Merci infiniment d'être venue. Dans 28 minutes sur Arte. Et on passe à notre débat sur la situation en Iran, 40 jours après la mort de l'ayatollah Khamenei et de son entourage proche, alors qu'un cessez-le-feu et la perspective de négociation ce week-end offrent un très fragile répit aux populations. Entre les bombardements et la répression de plus en plus féroce opérée par les gardiens de la révolution, le peuple iranien est-il le grand perdant de cette guerre? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
Depuis l'annonce du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, les partisans du régime iranien crient victoire. L'Amérique n'est qu'un tigre de papier. Les Américains ont maintenant compris que l'Iran est une superpuissance. Ce matin encore, ils étaient plusieurs milliers mobilisés pour rendre hommage à l'ayatollah Khamenei, tué il y a 40 jours par une frappe américaine. Les opposants au régime, eux, se font discrets. Tétanisés par la répression, ils ne se sont pas soulevés, comme le président Trump l'avait imaginé. Take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Même sous les bombes, les gardiens de la révolution ont tenu le pays. Par peur de nouveaux soulèvements, les arrestations se sont multipliées. Près de 150 condamnations à mort ont été prononcées, rien que depuis le début de l'année. Difficile de recueillir des témoignages sur place. Internet est coupé. Les Iraniens soupçonnés d'utiliser des réseaux privés, masquant leur adresse, prennent le risque d'être emprisonnés. Joint au téléphone, un Iranien confie son épuisement, bouleversé notamment par les destructions d'infrastructures civiles. Il n'y a plus la confiance en Trump qu'il y avait au début. Aujourd'hui, soit on est tué par Trump, soit on est arrêté par le régime. C'est ça notre choix. Face à un avenir incertain, chacun cherche à souffler. Comme beaucoup de femmes sans foulard, ces deux jeunes filles de Téhéran continuent de résister avec une pointe d'ironie. Au moins, la police des mœurs nous laisse vraiment tranquilles. Quand je passe les checkpoints, les policiers ne disent rien pour mes cheveux. Certainement parce qu'ils n'ont plus de commissariat où nous conduire. Ils ont été détruits. Alors le régime iranien sort-il renforcé ou fragilisé par 6 semaines de guerre? Qui dirige le pays aujourd'hui? Les gardiens de la révolution ou le nouveau guide suprême qui n'est toujours pas apparu en public? La population iranienne est-elle la grande oubliée de ce conflit? Nos trois invités pour ce débat, et comme vous disiez, Chérine Ardakani, une brochette franco-perse ce soir. Vous êtes avocate, présidente de l'association Iran Justice. Vous êtes l'avocate de plusieurs dissidents politiques, dont la femme prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Et vous avez conseillé les familles de Cécile Collère et Jacques Paris, qui ont été libérés, qui sont arrivés à Paris hier. Selon vous, le cessez-le-feu est un leurre. Il n'a pas arrêté ce cessez-le-feu, la répression contre la population iranienne. Dans la guerre menée par le régime contre les civils, il n'y aura pas de cesser le feu. À côté de vous, Farid Vaïd, bonsoir, co-directeur de l'Observatoire Afrique du Nord et Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Vous considérez que le pouvoir est désormais partagé entre plusieurs groupes avec des divisions. C'est un système qui a été pensé pour survivre, même avec un soutien populaire limité. Et à côté de vous, Delphine Minoui, bonsoir. Vous êtes grand reporter pour le quotidien Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez signé ce matin dans Le Figaro un papier sur la répression. Selon vous, la population iranienne est abattue et sidérée, en état de sidération. En revanche, la détestation du régime est plus que jamais présente. Ça laisse présager un futur qui sera nourri de poussées de fièvre. Et on démarre le débat avec le visage du jour, Benjamin. Comme un hommage, celui d'un jeune homme souriant, Ali Fahim, 23 ans, exécuté par le régime iranien, accusé notamment d'avoir participé aux manifestations monstres du mois de janvier dernier contre le gouvernement des Mollahs. Il a été pendu il y a 3 jours. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, ce sont au moins 10 prisonniers politiques qui ont été exécutés par la République islamique selon l'ONG Iran Human Rights. Chérine Ardakani, est-ce que la terreur, ça fait partie de la stratégie de survie du régime actuel ? Non seulement c'est la stratégie de survie, mais c'est aussi l'ADN de ce régime qui, dès qu'il est arrivé en 79, craignant une contre-révolution, a immédiatement fait un usage massif de la peine de mort. On l'a vu suite aux manifestations monstres que vous avez évoquées, qui ont atteint leur paroxysme le 8 et le 9 janvier dernier. On a des milliers de personnes non seulement qui ont été tuées dans les rues, mais aussi qui ont été arrêtées. Et le régime avait là un vivier de manifestants, si je puis m'exprimer en ces termes, abjects évidemment, à exécuter. Et on a vu que c'était le cas. Sur les 10 derniers jours, on a eu une vingtaine d'exécutions. Et il y avait aussi des manifestants qui avaient été arrêtés mineurs lorsqu'ils prenaient part aux manifestations Femmes et Liberté de 2022 et qui étaient là depuis 3 ans dans les prisons. Et là, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu dans cette guerre entre le régime et sa population. Delphine Mouinou, on peut évaluer le nombre de prisonniers politiques qu'il y a aujourd'hui dans les prisons iraniennes ?
c'est démentiel, ça se mesure par dizaines de milliers de personnes qui sont derrière les barreaux. On parle souvent de la grande prison d'Evin à Téhéran, et encore, c'est ce que nous disent les Iraniens, c'est l'hôtel de luxe comparé à tous les centres de détention officiels, officieux qui existent à travers le pays. Et pendant cette guerre, eh bien, le régime a continué à mener sa propre guerre contre sa population. Et il y a plusieurs centres de détention où les gardiens sont partis. Ils ont été remplacés par des proches des gardiens de la Révolution. On nous dit que les infirmeries sont fermées, que les cantines fonctionnent au ralenti, que les repas sont rationnés, que les liens sont coupés pour la plupart des endroits avec les familles. Donc c'est des conditions vraiment terribles et inquiétantes. Oui. Mais justement, on va écouter des conditions terribles, vous dites, rapportées notamment par Jacques Paris, ce Français otage en Iran pendant près de 3 ans et demi et qui vient d'être libéré. Écoutez. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser. Terroriser, Farid Vaïd, les prisonniers, mais aussi la population, parce qu'elle sait ce qui se passe dans ces prisons. Indirectement, c'est comme ça qu'agit le régime. Juste un petit mot sur les mots de Jacques Paris et de Cécile Collère. J'ai été très touché, déjà par leur libération, qu'on espérait depuis plusieurs années, mais parce qu'il a dit hier à l'Élysée, parce qu'il dit que l'un des objectifs, le principal objectif sans doute, était de nous briser, mais nous n'avons pas été brisés. Et ensuite, il continue en disant, maintenant, nous allons profiter de la vie, vive la vie. J'étais très touché par son discours, par sa force, et en même temps, je suis tellement triste pour les Iraniens, qui, eux, sont toujours pris en otage par le régime. Donc, c'est difficile de le vivre aussi pour nous en tant que Franco-Iraniens. Vous savez, moi, j'ai été naturalisé il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai senti physiquement, psychologiquement, dès lors où j'étais français, que j'ai un État démocratique qui va vous protéger. C'est ce qu'on a fait avec Jacques Paris, avec Cécile Collère. Les Iraniens, eux, ils ont un régime qui montre aucune limite dans sa sauvagerie, dans sa répression. Et donc aujourd'hui, vous avez, comme ça a été très bien dit, cette guerre n'a jamais été arrêtée contre les Iraniens, c'est dans leur ADN, ça fait partie de leur stratégie de maintenir le pouvoir, de faire régner la terreur, la peur, avec les exécutions, avec les emprisonnements, avec les tortures, avec l'attentat qui ont essayé d'exécuter à Paris, avec sans doute d'autres attentats qui vont essayer de mener à venir en Occident contre les opposants. Donc il faut bien comprendre que la République islamique aujourd'hui tient aussi à cause de ça. Chirine Ardakani, vous avez des nouvelles de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, dont vous vous occupez, que vous soutenez, dont vous êtes la voix ici en Occident et qui a apparemment fait un infarctus la semaine dernière? Tout à fait, le 24 mars dernier, nous l'avons appris quelques jours plus tard, puisque nous étions dans l'impossibilité de communiquer avec Narges Mohammadi, qui se trouvait à la prison de Zanjan. Et quand on disait, et c'est un papier d'ailleurs de Delphine Milmeux, qui disait que les Iraniens et les prisonniers politiques étaient entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, ils étaient dans les geôles de la prison politique et à la fois les lieux de détention étaient à quelques kilomètres des frappes, donc au fond la mort était partout. C'était le cas de Narges Mohammadi. Avant qu'elle fasse son infarctus, eh bien, la prison de Zanjan avait été frappée à 4 kilomètres, si bien qu'on ne savait pas si elle était toujours en vie. Donc soit c'est la mort à petit feu avec des conditions de détention qui ont été rapportées par Jacques Paris. D'ailleurs, je précise que Jacques Paris, nous avions saisi le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire avec mes collègues, notamment Martin Pradel, et qu'ils ont rendu un avis extrêmement accablant sur les conditions qui ont été assimilables à de la torture. Et c'est le cas de Narges Mohammadi, c'est aussi le cas de Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate prix Sakharov, qui a été arrêtée au cours de la guerre pour avoir osé s'exprimer auprès de médias étrangers, notamment votre confrère du Point, Armin Arefi, qui avait eu cette interview, et elle en a payé le prix, c'est-à-dire une arrestation quasiment immédiate. Et le risque toujours de la pendaison. Et toutes les autres formes aussi de répression qui s'empilent au fur et à mesure. On a l'impression de revenir aux premières années de la République islamique. Les confiscations de propriété pour des gens qui ont soit manifesté ou des personnalités qui vivent à l'étranger, histoire de les bloquer encore plus. Des arrestations concernant les membres des familles d'opposants qui vivent, encore une fois, sur le terrain européen. Donc tout ça, ça s'empile, sans compter un simple vendeur de VPN, vous savez, qui permet de casser les filtres de l'Internet, arrêté récemment dans la ville de Kerman. Mais parlez-nous aussi de ce quotidien. Vous dites l'Internet qui est coupé depuis 3 mois, mais aussi un coût de la vie qui est devenu exorbitant. Certes, on peut encore s'alimenter, on peut acheter dans les commerces, mais c'est très cher et on ne peut pas communiquer
à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça, tout ça, c'est des formes de guerre également. C'est cet ami qui, il y a quelques jours, me disait au téléphone qu'il fait la tournée des pharmacies désespérément pour trouver des doses d'insuline pour soigner son diabète. C'est cette autre personne qui n'arrive plus même à nourrir au quotidien sa famille et qui va à l'épicerie. Et il y a des épiciers d'ailleurs qui mettent maintenant, alors il y a une grande solidarité aussi, ce qui est très encourageant, il y a des épiciers qui mettent sur leur vitrine « Servez-vous, vous nous rembourserez après la guerre ». Farid Vaïd, à propos de la gouvernance qui règne aujourd'hui, vous dites c'est un système complexe, un nizam, un système constitué de plusieurs parties entre les gardiens de la Révolution, une oligarchie, une élite économique. C'est une très bonne question. On nous pose souvent la question qui contrôle l'Iran. Il ne faut pas imaginer que ça va être une seule personne, Ghalibaf, le chef du Parlement, ou le chef des gardiens qui va contrôler le pays. Non, c'est un système, je trouve c'est très intéressant parce qu'en persan, on utilise le mot nizam qui veut dire littéralement système. On ne dit pas le régime, on ne dit pas les gardiens, on ne dit pas le clergé. En fait, ce système qui est très complexe, qui a été conçu pour durer longtemps avec un soutien minoritaire. Vous avez dedans les gardiens de la Révolution, et les oligarques, le secteur privé aussi en Iran qui a un poids important mais qui a un lien avec les militaires. Vous avez le clergé et à l'intérieur de chacun de ces secteurs, vous avez des courants qui pensent différemment. Alors, ce qui a changé, ça va être le vrai défi maintenant pour la République islamique, c'est jusqu'à présent, vous aviez une personne qui faisait l'arbitrage, qui avait le dernier mot, qui tranchait sur les sujets. C'était l'ayatollah Khamenei, le guide de la Révolution. Mais son fils aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est en vie, s'il est en état de gouverner. De toute façon, il n'a pas la légitimité religieuse et politique de son père. Donc aujourd'hui, le vrai défi pour la République islamique, ne serait-ce que sur la question du cessez-le-feu ou des négociations, on ne sait pas qui a la main sur le dossier. Est-ce que c'est Ghalibaf? Est-ce que c'est le président? Est-ce que ce sont les gardiens? Donc ça, ajouté à la crise économique, on dit beaucoup que la République islamique a gagné cette guerre. Alors oui, le régime n'a pas chuté, mais si vous prenez la crise économique, la crise politique, la crise démocratique et quand même l'affaiblissement militaire du régime, je ne dirais pas non plus que le régime a gagné cette guerre. Shirin Ardakani, est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui c'est davantage une dictature militaire qu'une théocratie, justement, après que les mollahs aient été globalement décapités dans leur organisation? Mais vous avez parfaitement raison, et vous savez, je me souviens des premières interventions que je faisais avec d'autres quand la guerre a débuté. Certains disaient, mais ça y est, le récit très simpliste, en 2 semaines c'est plié, le peuple va se soulever après que Trump ait frappé. Et nous disions, attention, ça peut encore être pire. Et on nous regardait comme si finalement nous étions des pro-régimes, mais c'est évidemment pas dans cette optique-là. Nous disions, mais on peut passer d'une théocratie militarisée à juste une dictature militarisée. Et d'ailleurs, les jeunes femmes qui étaient interviewées tout à l'heure disaient, en fait, ils n'ont plus de commissariat, les Bassidji sont quand même toujours dans la rue, mais ils n'ont pas de commissariat où nous amener, et nous, effectivement, on n'a plus de voile. Par contre, ils sont quand même toujours dans les checkpoints. Ils sont les milices des gardiens de la Révolution qui sont chargés de réprimer la population. Donc on a toujours ces forces de sécurité sous différentes bannières qui sont là pour réprimer. Il y a certes peut-être plus de commissariats et peut-être plus de guides, en tout cas guides pairs, puisque le turban a changé de tête, mais le système répressif est toujours là. Donc c'est une dictature militarisée féroce. Et en plus, alors attendez, vous allez réagir, mais on va l'évoquer avec vous trois et avec Anna, et en plus, les Bassidji semblent de plus en plus engager des jeunes gens, des mineurs, garçons et filles, pour les aider, des mineurs armés. Oui, 12 ans, des garçons et des filles de 12 ans, à peine sortis de l'enfance, sont appelés à rejoindre donc les Bassidji pour défendre la patrie. Avant, il fallait avoir au moins 15 ans pour s'enrôler. Et c'est Raïm Nadali, l'adjoint du commandement des gardiens de la Révolution, qui s'est exprimé à la télévision iranienne le 26 mars. Tout le monde souhaite contribuer au front de résistance et nous avons un très grand nombre de volontaires au sein de la jeunesse. Il a donc lancé une grande campagne de recrutement d'enfants soldats dans la foulée. Les jeunes recrues seront chargés de missions de renseignement, de contrôle d'identité, avec cet objectif de dénoncer tous ceux qui montreraient le moindre signe d'opposition au régime des mollahs. Mais plusieurs ONG rapportent que des jeunes armés de mitrailleuses patrouillaient déjà, surveillaient la population, notamment à Téhéran et dans d'autres grandes villes, avant même cette campagne de recrutement. D'ailleurs, un jeune garçon de 11 ans a été tué mi-mars lors d'une attaque de drones israéliens alors qu'il était en service sur un checkpoint. Et selon le droit international, le recours à des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées constitue un crime de guerre. Farid Vaïd, c'est parce qu'il manque de soldats, les gardiens de la Révolution, ou du moins qu'ils anticipent des pertes, qu'ils en viennent à recruter des enfants, selon vous? C'est surtout parce qu'ils sont fanatiques. On a souvent tendance à oublier, à donner une image réaliste. Alors les gardiens sont pragmatiques, finalement des militaires comme les autres. Non, il y a une forte dose de fanatisme religieux.
de messianisme. C'est une guerre sacrée contre l'ennemi israélien, contre l'ennemi américain. Vous savez, déjà à l'époque de la guerre Iran-Irak, ils mettaient en avant des martyrs de 12, 13, 14 ans. Ils trouvaient ça normal. Et même nous, à l'école, on ne s'en rendait pas compte que ce n'était pas normal. Donc c'est quand même un régime fanatique et religieux, c'est une dictature religieuse. Donc pour le sacrifice, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez être martyr à 10, 11, 12 ans. Si c'est nécessaire, vous devez le faire. Embrigader des jeunes de 12 ans et plus, c'est pour moi quand même un signe de fragilité du régime, parce qu'il faut rappeler que ces dernières semaines, les frappes israélo-américaines ont sciemment visé des postes, des barrages, des checkpoints de miliciens Bassidji, à tel point qu'à un moment donné, mes interlocuteurs me disaient qu'ils se réfugiaient, du coup, ils se camouflaient dans les écoles, dans les hôpitaux. On en a vu certains dans des ambulances. Un ami a témoigné en me disant qu'il en avait vu qui portait le petit veston du Croissant Rouge, vous savez, les humanitaires iraniens. Oui. Donc c'est quand même un signe de faiblesse, mais en même temps, c'est aussi le signe d'une certaine force du régime, dans la mesure où ils disposent toujours de ce vivier. C'est des chaînes de relations, de quartiers, etc. Et ça a été à l'origine, je dirais, le génie machiavélique de l'ayatollah Khomeini, père de la République islamique en 1979, quand il a décidé de créer le corps des gardiens de la Révolution. C'était une façon de se dire, je crée une armée d'élite parallèle, au cas où l'armée régulière tenterait un coup d'État, j'aurais de quoi les réprimer. Et c'est pour ça que, jusqu'à ce jour, au bout de 47 ans de République islamique, le régime, l'air de rien, même fragilisé, parvient à tenir. Et Shirin Ardakani, quel est l'effet, vous diriez, de la guerre? Est-ce qu'elle a un effet, paradoxalement, une sorte de renforcement du nationalisme et du patriotisme qui affaiblit peut-être la contestation contre le régime, sans pour autant, bien évidemment, qu'il y ait un soutien? Écoutez, je ne peux pas répondre à la question. Moi, je pense que vraiment, là, il y a une rupture entre vraiment, dans la population, les pro-régimes, les partisans fanatisés, galvanisés par la guerre. C'est ceux qu'on a eu dans les images, en fait, officielles, les agences d'État, qui montraient à chaque fois des rassemblements patriotes. C'est quoi? C'est quelques millions de personnes? Moi, je ne saurais pas dire. Certains disent 10, 15, 20%. On ne sait pas en réalité. Mais en tout cas, ils étaient là. On ne peut pas dire que... Sur 98 millions il y avait quand même des gens dans la rue. C'était les partisans, la base la plus fanatisée. Mais néanmoins, moi, les témoignages que j'ai aussi de l'intérieur, c'est que ces gens-là tapaient sur le système de l'ensemble des autres. C'est-à-dire que tous les soirs, vous aviez ces partisans qui étaient avec des haut-parleurs, avec leur... c'est pas un déguisement parce que ce serait pas élégant de dire ça, mais avec leurs habits caractéristiques, et puis qui disaient « Haïdar, Haïdar, vive nos saints », dans la tradition chiite, qui s'autoflagellaient en disant « mort à l'Amérique et mort aux États-Unis ». Mais évidemment que les autres qui étaient reclus chez eux, ça leur tapait sur le système toute la journée, et ils disaient mais ils sont en train de nous rendre fous. Donc véritablement, cette guerre des nerfs absolument psychologique, c'était insupportable pour ceux qui avaient protesté en janvier dernier. D'ailleurs, on voit qu'il y avait quand même un deux poids deux mesures, parce qu'effectivement, la liberté de manifester en Iran, ça dépend de pour qui. Parce que les partisans du régime, eux, n'avaient aucune difficulté. D'ailleurs, on voyait des femmes parfois non voilées, qui disaient vive Khomeini, Khamenei. Elles n'avaient pas le droit, effectivement, à la répression. Mais en revanche, voilà. Donc non, vraiment, je pense qu'il y a une fracture qui est très consommée. À un moment, certains avaient dit peut-être qu'il peut y avoir un risque de guerre civile même. Vraiment. Au sein même du système. Au sein de la population, parce que les positions sont maintenant radicalement tranchées. Mais Farid Vahid, est-ce que la population peut se soulever et est-ce qu'on peut imaginer que l'armée, une partie de l'armée, se mutine en soutien à la population, ou est-ce que c'est une utopie totale? Alors c'est toute la question. En quantité, effectivement, les partisans du régime sont très minoritaires. 5-10% sur 92 millions d'habitants, ça fait déjà pas mal de monde. La différence, c'est qu'ils sont armés, qu'ils ont les ressources du pays et qu'ils sont prêts à mourir pour le régime. Et ils sont unis derrière le système. On parlait du système. De l'autre côté, vous avez une majorité anti-régime, mais qui n'est pas armée, qui n'a pas cette idéologie du martyr, qui veut vivre, femme, vie, liberté, et donc qui n'a pas envie de mourir. Donc vous avez cette équation terrible d'un régime qui ne montre encore une fois aucune limite dans l'emploi de la force létale, dans la répression, et une majorité d'Iraniens qui veut vivre libre, mais
en vivant. Donc voilà, c'est toute la question aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on aura des manifestations? Sans doute, certainement. Pour les mêmes raisons que nous avons eu d'autres vagues de manifestations, nous allons en avoir de nouvelles, pour des raisons économiques, politiques et autres. En revanche, à ce stade, si les gens sortent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore se faire tirer dessus. C'est la question terrible. Et pourquoi début janvier, certains Iraniens, parce qu'il faut le dire aussi, même si c'est une question compliquée à comprendre, pourquoi certains Iraniens espéraient aussi une intervention militaire? Parce qu'en 48 heures, américaine, on a subi plusieurs milliers de morts. Alors, certes, quand ils ont vu que Donald Trump faisait des tweets en disant qu'on va faire disparaître la civilisation iranienne, voilà, les choses ont drastiquement changé au sein de l'opinion. Mais il faut comprendre aussi toutes ces questions, parfois contradictoires et complexes. Delphine Minoué, on n'entend plus parler d'opposition. Est-ce qu'il y a encore une opposition? Et si elle existe, que peuvent-ils faire aujourd'hui? Oui, alors l'opposition a toujours été muselée en Iran. On a toujours dit que c'était plutôt les journaux qui prenaient la relève des partis d'opposition politique, aussi les syndicats. Toutes ces institutions-là sont toujours actives, beaucoup plus en sourdine parce qu'il y a, il faut le rappeler, donc ce blackout de l'Internet, parce que même les journalistes sont sous surveillance. Moi, certains de mes confrères et consoeurs journalistes iraniens avec qui j'étais tout le temps en contact, ils sont même très prudents quand ils m'appellent, parce que l'ironie, c'est que le seul bon Internet qu'ils ont, c'est dans les locaux de leurs journaux. Ils savent que leurs journaux sont sous surveillance. Donc c'est incroyable comment on communique. On renoue avec la métaphore à la Kiarostami. Vous avez tous vu les films de Kiarostami? Oui, c'est ça, on parle entre les lignes, on se passe des messages pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent transmettre. Shirin Ardakani, comment ils communiquent justement, ces opposants? Vous qui les connaissez, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'ils essayent encore de faire vivre cette contestation? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, on en a des milliers d'autres, des femmes qui sont exceptionnelles. Alors, pas que des femmes, il y a aussi évidemment des hommes qui sont engagés. Mais il y a beaucoup de femmes. Le quartier des femmes est en résistance depuis très longtemps contre ce régime des mollahs et contre les militaires. Mais il n'y a aucune Bastille qui est imprenable, même dans les prisons politiques du pays. Vous avez toujours moyen de faire passer des messages. C'est le système D, donc on y arrive, évidemment, ça a un prix. Moi, je crois que les Iraniens, ils parviendront quand même, j'essaye de rester optimiste, à faire leur révolution. Par contre, ils avaient besoin de ce cessez-le-feu parce qu'ils sont épuisés. Les 48 dernières heures ont été un ascenseur émotionnel. Vraiment, toutes les personnes que j'avais, dès que Donald Trump a tweeté « Nous allons exterminer, anéantir cette civilisation », j'ai reçu des messages en disant est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce que nous allons être anéantis? Ça, c'était de trop. Alors que Farid Aïd, l'espoir, à un moment donné, venait justement d'une intervention extérieure. Et là, paradoxalement, ça a éteint beaucoup d'espérance, non? C'est ce qui est terrible. Au début de la guerre, effectivement, les Iraniens se réjouissent de l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Mais en 40 jours, on passe du soutien au peuple iranien pour libérer le peuple à faire disparaître la civilisation iranienne. Donc mettez-vous à la place du peuple iranien qui doit se sentir très abandonné et très seul. Merci à tous les trois, en tout cas. C'était à la fois poignant et tout à fait passionnant de vous entendre débattre et évoquer le peuple iranien. Je passe à l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. La réplique de l'Hermione, frégate légendaire de l'histoire de France, c'était celle de Lafayette, a besoin de pépettes et elle vous attend à Anglette du côté de Bayonne. Vous, nos téléspectateurs. Et en Allemagne, les fraudeurs dans les transports en commun peuvent finir en prison. Mais d'abord, le mot vedette du jour, OpenClaw, c'est le nom d'une intelligence artificielle qui pourrait remplacer 80% des applications sur votre smartphone. Si vous n'avez qu'un dumb phone, comme on dit, un vieux machin à clapet, vous n'êtes pas concerné, c'est mieux, c'est entendu. Aujourd'hui, on aborde OpenClaw. La fascination pour OpenClaw est telle... Un seul mot partout, OpenClaw. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. OpenClaw, nom propre anglais dérivé du jargon informatique open source, logiciel libre, et claw, pince, qui traduit la capacité à saisir, à agir, désigne un agent IA ou agent autonome, c'est-à-dire une IA qui ne se contente pas de répondre à des questions mais qui agit. En quelques mois, son succès est fulgurant. OpenClaw est un nourrisson logiciel né le 24 novembre 2025 sous le nom de CloudBot, jeu de mots avec Claude, l'autre géant de l'IA, qui n'a pas goûté l'effet de style, d'un daron informaticien trentenaire autrichien. Moins de 3 mois plus tard, le géniteur à pince s'est fait embaucher par le numéro 1 de l'IA et taxé de génie par son fondateur. Installé sur un ordi, OpenClaw fonctionne comme un larbin numérique, capable, selon son papa, de remplacer 80% des applis sur smartphone. Il reçoit ses instructions par texto et les exécute. Fais de la place dans ma boîte mail, rassemble mes factures sur un fichier Excel, efface les photos de mon ex, organise-moi une rando au Baloutchistan.
OpenClaw est une IA avec des mains qui peut s'en mêler les pieds. Elle décide de ses actions à partir de données externes, pas toujours fiables et parfois manipulées, en même temps qu'elle accède à des fichiers sensibles et des données perso. Passé à la moulinette pour évaluer son niveau de sécurité, l'agent IA s'écrase avec un score de 2 sur 100. En Chine, les katas se sont multipliés et avec elles une demande de désinstallation du logiciel à pince, effectuée par des tueurs de homards. Une étude pointe aussi que la délégation de tâches ingrates à un agent IA pourrait détériorer les facultés cognitives liées à l'esprit critique. OpenClaw, il y a ce qu'il peut faire pour nous et ce qu'il va faire de nous. Ou pas. Merci Thibault Nolte. Rebonsoir Madame Bonisseau et Monsieur Mauduit, l'heure de vos chroniques. Tant aimé, tant attendu. Comme vous êtes nerveux, cher Xavier Mauduit. Essayez de vous raconter votre histoire. Il a un corps très expressif. Bon alors à partir de demain, Xavier, le public va de nouveau pouvoir observer de près le chantier de restauration de l'Hermione. Oui. Alors c'est à Anglette, près de Bayonne. Il s'agit de la fameuse frégate, du 18e. Oui, exactement. Coque attaquée par un champignon des une d'où les travaux magnifique, cette Hermione. Elisabeth, nous partons au XVIIe siècle, au moment où le lexicologue Antoine Furtière compose son dictionnaire universel, il paraît en 1790. Il cherche une phrase pour illustrer la définition du verbe trouer. Et voici celle qu'il choisit. Les vers trouent les navires et les mettent hors de service. Angoisse des vers, parce que c'est la grande préoccupation à ce moment-là. Les mollusques xylophages, c'est-à-dire ceux qui s'attaquent au bois des coques de navires à un moment où les Européens parcourent les mers pour explorer le monde et puis pour le commerce. Alors vous avez quoi? Vous avez des moules, vous avez des huîtres, c'est sympa, des baleines aussi, vous savez ce qu'on trouve aussi sur les baleines. Et puis vous avez les terribles tarés. Alors ça c'est l'angoisse, l'enfer des marins. Ce sont des mollusques avec deux coquilles qui arrivent à creuser des réseaux comme ça dans la coque, le bois est fragilisé, vous savez ce que ça fait, un navire quand il y a un trou dans la coque, il coule. Alors ça s'explique par une fréquentation de plus en plus grande des mers chaudes, le trafic ne cesse d'augmenter, ces mers chaudes des Caraïbes, d'Afrique, et puis en Europe, on voit ici de plus en plus de tarés, vous avez une crise dans les années 1730, c'est absolument catastrophique cet arrêt, parce que pour vous donner une idée, nous sommes à un moment où un navire, parfois, qui fait 1 ou 2 traversées de l'Atlantique, ça y est, c'est fichu, il est tout abîmé, il faut le radouber, c'est-à-dire le mettre à cale sèche et puis refaire entièrement la coque. C'est important cette histoire-là, Elisabeth. Alors comment combat-on le taré? Alors, c'est une histoire de taré. Non, mais vous avez des savants, des bricoleurs qui s'emparent de la question parce que je vous le dis, ça s'attaque au navire et très vite on se rend compte que ça va au-delà. Parce que ces tarés s'attaquent au bois, donc ils s'attaquent aux pontons dans les ports et aussi aux digues en bois, notamment celles de la mer du Nord. Ce qui veut dire que des territoires entiers sont menacés, c'est le cas de la Hollande. Alors là, il faut y aller. On essaye plein de choses. Du goudron, oui, mais ça ne tient pas assez longtemps. Du verre pilé, pourquoi pas. Des clous à grosse tête. Et là, on s'approche parce que très vite, on se rend compte que ce sont des plaques de cuivre comme ça sur les coques en bois des bateaux qui vont les protéger des tarés. Et il se joue ici quelque chose avec des conséquences que personne ne pouvait imaginer. Il y a un projet de recherche de l'Université de Bretagne occidentale sur les conséquences de ces tarés. Qui dispose de beaucoup de cuivre à ce moment-là? C'est la Grande-Bretagne qui très vite arrive à équiper tous ces navires. Donc vous voyez le succès de la Royal Navy, on peut l'imaginer grâce directement aux tarés. Et puis là c'est une surprise pour tout le monde, mais ces navires équipés de cuivre vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a un développement du commerce. C'est quelque chose d'absolument sensationnel cette histoire-là. Vous avez encore d'autres conséquences qui vont beaucoup plus loin, mais c'est fascinant de voir comment quelque chose qui était un obstacle, un défi, devient un progrès, comme quoi c'était pas la mer à boire, il fallait juste un petit verre pour la route. C'est ça. Je l'ai cette fois. Vous l'avez? Voilà. Alors après le taré, rien. On part en Allemagne. Non, oui, là je suis à sec. Il vaut mieux pas frauder le transport en commun, faire comme Jacques Chirac qui sautait par-dessus. Non, ne faites pas ça. Sinon vous finissez en zonzon. Mais oui, ça peut finir très mal pour les 100 tickets de bus et les 100 tickets de train en Allemagne. C'est une très vieille loi qui date de 1935, donc qui a été adoptée sous le régime nazi et qui est toujours en vigueur en Allemagne, nous explique RFI. Une loi qui envoie donc les fraudeurs et les fraudeuses au pénal. Si vous vous faites pincer par un contrôleur, au début vous avez 60 € d'amende. Et puis si vous ne la payez pas cette amende, ça va grimper très vite, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous alliez carrément en prison, jusqu'à 1 an de prison pour avoir fraudé dans les transports. Il y aurait chaque année en Allemagne entre 7 et 9 000 fraudeurs derrière les barreaux. Alors les sociodémocrates qui font partie de la coalition gouvernementale actuelle ont récemment fait savoir qu'ils voulaient abolir tout ça, ils voulaient dépénaliser la fraude. Leur premier argument, c'est que ça coûte
très très cher à l'État allemand. 125 millions d'euros par an, c'est une estimation de la ministre de la Justice, en frais de justice et en frais de détention. Pour votre gouverne, on estime qu'un prisonnier, ça coûte environ 200 € par jour à la collectivité. À quoi s'ajoute quelque chose qui est difficile de chiffrer, c'est le coût social d'un séjour en prison qui va souvent mettre les gens au chômage ou à la rue ou briser les liens familiaux, etc. Et puis deuxième problème de cette ultra-sévérité, c'est que ça touche pas vous, pas moi, qui avons la flemme de nous payer un ticket, qui avons envie d'imiter Jacques Chirac et de faire un petit saut de tourniquet. Non, ça touche les gens qui ont des vrais problèmes de ressources. La moitié des fraudeurs en prison en ce moment en Allemagne, ce sont des chômeurs. Il y a aussi une énorme proportion de gens qui sont sans domicile fixe, des migrants sans papier, bref, des gens qui se retrouvent en fait dans un piège. Ils ont une prune qui va se transformer en une dette énorme qu'ils n'arrivent pas à payer. Ces gens qui, bien souvent, essayent quand même de travailler pour éviter l'incarcération qui les menace. Ça, c'est un monsieur qui est à la tête d'une association qui explique ça aux médias. C'est l'association Freedom Fund qui essaye de rembourser les amendes des gens pour leur éviter la prison. Alors lui aussi, évidemment, il est pour la dépénalisation et l'abolition de cette loi quasiment centenaire. Reste maintenant à convaincre la CDU, donc le parti du chancelier Merz, au pouvoir. Et pour le moment, ils sont réfractaires à cette réforme. Alors leur argument, eux, ils disent que ça entraînerait une hausse des prix pour, je les cite, les passagers honnêtes. Situation donc bloquée. En attendant, prenez vos tickets si vous allez en Allemagne, parce que vous risquez de vous faire pincer très très fort. Le Fahrschein, le ticket. Ouais. Merci Marie Bonisseau, engagée ce soir. Merci à tous. Demain, vous le savez, c'est le club de 28 minutes avec Renaud Dely aux manettes. On se retrouve lundi à 20h05. Tchuss.